Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Je suis David et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cheminer ensemble dans l'univers d'un poète qui a fait de son existence une quête du sacré, une sorte de traversée vers l'invisible. Aujourd'hui, nous allons explorer l'œuvre et la vie d'un géant de la poésie moderne, un homme qui incarna, comme peu d'autres, cette tension féconde entre le verbe et le mystère, entre la beauté formelle et l'aspiration métaphysique. Je parle bien sûr de William Butler Yeats. William Butler Yeats demeure une énigme fascinante. Prix Nobel de littérature en 1923, figure tutélaire de la Renaissance irlandaise, sénateur, dramaturge, théoricien esthétique, mais aussi membre éminent d'un ordre hermétique. Explorateur infatigable des traditions ésotériques, époux d'une médium, architecte d'un système visionnaire complexe, rarement un poète aura conjugué avec une telle intensité l'excellence littéraire et la plongée dans les profondeurs mêmes de l'occulte de l'existence. Ce qui rend Yeats si précieux pour notre époque, c'est précisément cette capacité à ne jamais séparer la quête spirituelle de l'exigence artistique. Il ne s'agit pas chez lui d'un mysticisme vague, désincarné, mais plutôt d'une recherche rigoureuse qui s'exprime dans une langue ciselée, dans des images d'une intensité inouïe, dans une architecture symbolique d'une cohérence rare. Yeats nous apprend que la poésie authentique n'est jamais ornementale. Elle est un instrument de connaissance, une voie de transformation, une sorte de pont jeté entre le visible et l'invisible. Durant cette heure, nous allons déployer ensemble les strates de cette œuvre immense, comprendre comment le mysticisme yeatsien irrigue chaque vers, chaque image et chaque symbole. Nous verrons comment l'amour impossible, l'engagement politique, les pratiques magiques et les révélations spirites ont nourri une poésie qui demeure aujourd'hui encore d'une modernité que je trouve saisissante. Prenons les choses par la racine. William Butler Yeats naît le 13 juin 1865 à Dublin, dans une famille protestante de la bourgeoisie intellectuelle irlandaise. Son père, John Butler Yeats, est peintre et libre penseur, homme de culture, qui transmettra à son fils un goût précoce pour l'art et la pensée. Cette origine protestante, en terre majoritairement catholique, placera toujours Yeats dans une position singulière. Ni tout à fait irlandais aux yeux de certains nationalistes, ni britannique dans l'âme. Cette marginalité sera féconde. L'enfance de Yeats se partage entre Dublin et le comté de Sligo, terre de ses ancêtres maternels. Ces paysages de l'ouest irlandais, lacs brumeux, montagnes austères, côtes battues par l'Atlantique, imprégneront définitivement son imaginaire. Sligo, c'est aussi le territoire des légendes, des récits folkloriques, des croyances populaires en un monde parallèle peuplé de fées et d'esprits. Le jeune Yeats écoute les vieilles femmes raconter des histoires où le merveilleux côtoie le quotidien sans rupture. Cette porosité entre les mondes marquera absolument toute son œuvre. Mais Yeats n'est pas un simple collecteur de folklore. Dès l'adolescence, il découvre les grands romantiques anglais. Shelley, surtout, dont l'idéalisme visionnaire le fascine totalement, et il commence à écrire. Il lit également Blake, le poète prophète, qui voyait des anges dans les arbres, et cette rencontre sera décisive. Blake lui enseigne que le poète authentique est un voyant, que l'imagination n'est pas une simple faculté psychologique, mais un organe de perception spirituelle. À 20 ans, Yeats publie ses premiers poèmes.
Il porte déjà la marque d'une sensibilité crépusculaire, d'une nostalgie pour un monde ancien, d'une forme de quête d'absolu qui ne trouvera jamais satisfaction dans un réel immédiat. Mais ces premiers textes demeurent encore empreints d'un esthétisme fin de siècle, d'une mélancolie parfois complaisante. Il faudra la rencontre avec l'ésotérisme et surtout avec Maud Gonne pour que le génie yeatsien trouve sa véritable voie. En 1889, Yeats rencontre celle qui deviendra l'obsession de sa vie, Maud Gonne. Grande, flamboyante, d'une beauté que tous les témoins s'accordent à qualifier même de surnaturelle. Maud est aussi et surtout une militante révolutionnaire irlandaise, prête à tout pour l'indépendance de son pays. Yeats tombe immédiatement sous le charme, et ce charme ne se dissipera jamais vraiment, même après 50 ans. Il lui demande sa main à plusieurs reprises, elle refuse toujours. Maud aime les hommes d'action, les conspirateurs, les combattants. Yeats, poète, rêveur engagé, certes dans le nationalisme culturel, mais peu enclin à la violence, n'est pas l'homme qu'elle attend. Elle épousera finalement le major John MacBride, un nationaliste radical qui sera fusillé après l'insurrection de Pâques 1916. Même après ce mariage désastreux, même après sa fin, Maud continuera à refuser Yeats. Cet amour impossible aurait pu briser le poète. Au contraire, il le nourrit, le transfigure. Maud devient, dans l'œuvre yeatsienne, bien plus qu'une femme aimée. Elle est Hélène de Troie, elle est la déesse Kathleen ni Ouliane, figure allégorique de l'Irlande. Elle est la Sophia éternelle, la beauté archétypale qui échappe nécessairement à toute possession terrestre. L'impossibilité même de cette relation devient féconde. Elle préserve l'idéal de toute corruption, elle maintient le désir dans une tension créatrice. Yeats comprend peu à peu que Maud lui a été envoyée non pour être épousée, mais pour être transfigurée par l'art. Elle est l'icône vivante qui oriente son désir vers le haut, qui l'empêche de se satisfaire du médiocre. Dans la tradition courtoise médiévale, l'amour inaccessible élève l'amant. Chez Yeats, il devient carrément une initiation spirituelle. Maud joue, sans le savoir peut-être, le rôle de la Béatrice dantesque. Elle conduit le poète vers une vision plus haute de l'existence. Les poèmes qu'il lui consacre sont innombrables et leur tonalité évolue avec les décennies. D'abord idéalisant, puis traversé de reproches voilés, enfin empreint d'une sagesse mélancolique qui accepte le destin. Mais toujours, Maud demeure présente, figure tutélaire qui hante les vers comme une sorte de fantôme lumineux. En 1890, Yeats franchit un seuil décisif. Il est initié à l'ordre hermétique de l'Aube dorée, société secrète dédiée à l'étude et à la pratique de la magie cérémonielle occidentale. Cette décision n'a rien d'anecdotique ni même de folklorique. L'Aube dorée représente alors la synthèse la plus élaborée des traditions ésotériques occidentales. Kabbale hébraïque, alchimie médiévale, hermétisme alexandrin, symbolisme rosicrucien, magie énochéenne, astrologie, tarot. Yeats ne sera pas un membre tiède, bien évidemment, vous vous en doutez. Il gravit rapidement les degrés initiatiques, étudie avec application les correspondances symboliques, participe aux rituels, pratique les visualisations méditatives et les invocations. Il prend au sérieux l'idée que l'univers est tissé de correspondances secrètes, que les symboles ne sont pas de simples métaphores, mais des réalités agissantes, que l'homme possède des facultés latentes capables de percevoir et d'agir sur des plans subtils.
Cette immersion dans l'ésotérisme structure définitivement sa vision du monde et, par conséquent, sa poésie même. Désormais, chaque image yeatsienne porte une charge symbolique précise. La tour, le faucon, la spirale, la lune, le cygne, le masque, la gire, autant de figures qui ne sont jamais arbitraires, mais renvoient plutôt à un système de correspondance complexe. Lire Yeats, c'est connaître son soubassement ésotérique, c'est passer à côté d'une dimension essentielle de l'œuvre. L'ordre connaîtra des crises, des scissions, des querelles d'ego. Les sociétés secrètes, bien sûr, n'échappent jamais aux passions humaines. Yeats lui-même sera impliqué dans des conflits internes, notamment avec le très connu Aleister Crowley, figure sulfureuse qui représente pour lui une dérive dangereuse vers la magie noire. Mais au-delà de ces péripéties, l'Aube dorée aura donné à Yeats ce qu'il cherchait. Un cadre structuré pour sa quête spirituelle, un langage symbolique cohérent, une discipline de l'âme même. En 1917, à 52 ans, Yeats se marie. L'élu n'est pas Maud Gonne, bien sûr, mais une jeune femme de 25 ans, Georgie Hyde Lees. Il la connaît depuis plusieurs années maintenant. George, elle préfère ce prénom masculin, est elle aussi membre de l'ordre. Le mariage semble d'abord un pis-aller pour Yeats, qui vient d'essuyer un ultime refus de Maud et un refus de sa fille Iseult. Il épouse George presque par dépit. Mais 4 jours après les noces, survient un événement qui transforme radicalement leur relation et l'œuvre de Yeats. George se met à pratiquer l'écriture automatique. Sous la dictée d'entités invisibles qu'elle nomme les communicateurs ou les instructeurs, sa main trace des messages, des schémas, des symboles. Ces transmissions se poursuivront durant plusieurs années, produisant des milliers de pages de matériaux cryptiques, visionnaires, souvent obscurs. Yeats est stupéfait et fasciné à la fois. Il interroge les instructeurs, note scrupuleusement les réponses, tente de décrypter le système qui se révèle progressivement. George ne se contente pas de transcrire. Elle devient médium, canal entre son époux et des intelligences supérieures. Leur mariage prend une dimension initiatique totalement inattendue. L'intimité conjugale se double d'une collaboration spirituelle intense. Ces communications formeront la matière première de A Vision, l'œuvre théorique majeure de Yeats, publiée une première fois en 1925, puis révisée en 1937. Certains critiques littéraires, embarrassés par cet aspect de l'œuvre, ont tenté de le minimiser ou de le psychologiser. Erreur fondamentale. Yeats lui-même affirme que tout ce qu'il a écrit de meilleur découle de cette révélation. Il ne faut pas chercher à sauver Yeats de son ésotérisme, il faut le comprendre à travers lui. A Vision n'est pas un recueil poétique, mais plutôt un traité cosmologique, psychologique et historique d'une ambition vertigineuse. Yeats y expose le système révélé par les instructeurs à travers George. Au cœur de ce système, la notion de gire, ces spirales coniques qui s'interpénètrent et symbolisent les mouvements cycliques de l'histoire, de la civilisation, de la psyché individuelle. Selon ce schéma, l'histoire humaine progresse par cycle de 2000 ans. Chaque ère étant symbolisée par une forme géométrique et un archétype dominant. Nous serions actuellement à la fin du cycle chrétien, inauguré par la naissance du Christ, et nous entrerions dans une nouvelle ère dont la nature demeure, ma foi, énigmatique. Yeats évoque la venue d'un Raw Beast, une bête farouche,
qui se dirige vers Bethléem pour naître, image apocalyptique d'un bouleversement civilisationnel imminent. Mais A Vision n'est pas seulement une philosophie de l'histoire, c'est aussi une cartographie de l'âme humaine. Yeats distingue 28 types psychologiques correspondant aux 28 phases de la Lune. Chaque type incarne un équilibre spécifique entre subjectivité et objectivité, entre désir d'unité et acceptation de la multiplicité. Ces phases décrivent non seulement des personnalités, mais également des stades spirituels, des épreuves initiatiques, des modalités d'être. L'originalité de Yeats réside dans son refus de tout dualisme simpliste. Il n'oppose pas le bien au mal, l'esprit à la matière, le sacré au profane. Son système repose sur des polarités dynamiques, des tensions créatrices, des gyres qui s'engendrent mutuellement. Rien n'est statique, tout pulse, tout tourne, tout se transforme. Cette vision tourbillonnante du réel imprègne profondément sa poésie tardive. Faut-il croire à ce système ? La question, je pense, est mal posée. Yeats lui-même, esprit subtil, savait probablement que toute cosmologie métaphysique relève davantage du mythe opératoire que de la vérité scientifique. Mais un mythe n'est pas un mensonge, c'est une structure symbolique qui donne sens, qui oriente l'existence, qui permet finalement d'habiter le monde. A Vision offre à Yeats ce que les dogmes religieux traditionnels ne lui offraient plus, à savoir une architecture du sens. Revenons à la poésie elle-même, car c'est là que tout se noue finalement. Pour Yeats, la poésie n'est jamais simple esthétisme ni expression sentimentale. Elle est plutôt opération magique, acte créateur au sens fort. Elle fait advenir des réalités invisibles, elle révèle ce qui demeure caché, elle ouvre des passages entre les plans d'existence. Cette conception n'a absolument rien d'abstrait. Elle détermine concrètement les choix stylistiques et formels de Yeats. Contrairement à nombre de ses contemporains modernistes qui fragmentent la langue et multiplient les ruptures syntaxiques, Yeats préserve une musicalité traditionnelle, des formes métriques rigoureuses, une clarté même apparente. Mais cette clarté est trompeuse. Sous la surface limpide bouillonnent des symboles d'une densité extrême, des résonances mythiques, des équations ésotériques. Prenons un exemple caractéristique. Lorsque Yeats évoque un signe, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, il ne décrit pas simplement l'oiseau aquatique. Le cygne porte toute une constellation de significations. C'est un animal jupitérien, dans la mythologie grecque. Zeus se transforme en cygne pour séduire Léda. Symbole de transmutation spirituelle dans l'alchimie, figure de la beauté terrible et inhumaine, incarnation de la violence sacrée qui féconde l'histoire. Un seul mot, cygne, active tout un réseau sémantique pour qui sait lire. De même, la tour, qui revient obsessionnellement dans l'œuvre tardive, n'est pas un simple décor romantique. Yeats a effectivement acheté et restauré une tour médiévale en ruine, tour Balili, qui deviendra sa résidence d'été et son symbole personnel. Mais cette tour est aussi la tour alchimique où s'opère la transmutation, la tour de contemplation, d'où le poète observe le chaos du monde, la tour d'ivoire critiquée par les activistes, la tour de Babel, de l'orgueil humain. Tous ces sens coexistent, s'enrichissent mutuellement. Cette polysémie assumée, cette saturation symbolique caractérise la maturité poétique de Yeats. Ces poèmes deviennent des talismans verbaux, des cristaux de sens où se concentrent des forces invisibles. Lire Yeats exige une méditation, une lente rumination,
Une attention aux résonances profondes, on ne consomme pas ces textes, on les habite. 3 concepts structurent la pensée poétique de Yeats et méritent qu'on s'y arrête. Le masque, la spirale et l'antithèse. Pour commencer, le masque, Yeats emprunte l'idée à Nietzsche et au théâtre oriental. Nous ne sommes jamais pleinement nous-mêmes, nous portons toujours des masques, des personas. Mais loin d'y voir une aliénation, Yeats considère le masque comme nécessaire à l'accomplissement. Chaque individu possède une sorte d'anti-soi, une image contraire qui représente ce qu'il pourrait devenir en développant les qualités qui lui manquent. L'artiste doit chercher son masque, l'incarner et se transformer par lui. Et cette idée traverse toute l'œuvre de Yeats. Yeats est un homme timide et introverti, et il choisit comme masque la figure du sage guerrier, de l'aristocrate fier et du mage puissant. Il ne s'agit pas d'une imposture, mais plutôt d'une transmutation consciente. En assumant ce masque, Yeats actualise des potentialités latentes. La poésie devient l'espace où cette alchimie s'accomplit finalement. La spirale, ensuite, ou gyre en anglais, je l'ai évoqué tout à l'heure, est une figure géométrique qui obsède Yeats. Elle représente le mouvement de toute existence, individuelle ou collective. Rien ne progresse linéairement. Tout tourne en spirale, revient sur soi, en s'élevant ou en descendant. Les civilisations naissent, culminent, déclinent, meurent. Et de leurs cendres renaît autre chose. Les âmes s'incarnent, vivent, meurent, se réincarnent dans un mouvement hélicoïdal infini. Cette vision cyclique s'oppose radicalement à l'idéologie progressiste moderne qui croit en une amélioration linéaire de l'humanité. Yeats, aristocrate dans l'âme, ne croit pas au progrès. Il voit plutôt des successions de formes culturelles, chacune porteuse de sa propre beauté et de ses propres limites. Cette lucidité désenchantée confère à sa poésie une gravité prophétique. Et l'antithèse, enfin, pour Yeats, toute réalité contient son contraire et se définit par lui. Amour et haine, beauté et laideur, création et destruction, ordre et chaos. Ces polarités ne s'excluent pas, mais se requièrent plutôt mutuellement. La vérité ne réside jamais dans un pôle unique, mais dans la tension qui les relie. Cette pensée dialectique irrigue chaque poème, créant des images paradoxales où les contraires fusionnent. On ne peut comprendre Yeats sans évoquer son rapport complexe à l'Irlande et à son combat pour l'indépendance. Yeats est un nationaliste culturel avant tout. Il croit en la nécessité de ressusciter l'âme irlandaise, étouffée par des siècles de domination britannique. Avec Lady Gregory et d'autres intellectuels, il fonde l'Abbey Théâtre de Dublin, qui deviendra le creuset de la renaissance littéraire irlandaise. Mais son nationalisme n'a rien de simpliste. Yeats refuse le sectarisme, se méfie de la foule, déteste le fanatisme religieux. Il rêve d'une Irlande aristocratique, raffinée, spirituelle, une Irlande qui ressemblerait davantage à la Renaissance italienne qu'à une théocratie catholique. Et ce rêve se heurtera violemment à la réalité. L'insurrection de Pâques 1916 marque un tournant. Yeats connaissait plusieurs des insurgés fusillés par les Britanniques, dont le mari de Maud Gonne. Il est déchiré, ces hommes qu'il considérait parfois comme des illuminés sont devenus des martyrs, transfigurés par le sacrifice. Son poème, Easter 1916, exprime cette ambivalence. A terrible beauty is born. Une beauté terrible est née. La violence révolutionnaire qu'il réprouvait a accouché d'une grandeur tragique. La guerre civile qui suit l'indépendance le désole. L'Irlande libre sombre dans le conservatisme catholique, le puritanisme, la médiocrité bourgeoise.
Ce n'était pas pour cela que les poètes avaient rêvé. Yeats devient sénateur du nouvel État libre d'Irlande, mais ses interventions en faveur du divorce ou contre la censure le marginalisent. Il se retire progressivement de la vie publique, déçu mais pas vraiment brisé. Cette désillusion politique nourrit paradoxalement sa poésie la plus puissante. Les derniers recueils sont traversés par une conscience aiguë de la décadence civilisationnelle, du triomphe de la médiocrité, de l'effondrement des valeurs aristocratiques. Mais Yeats ne verse jamais dans le nihilisme. Il maintient une affirmation de la beauté et de la grandeur contre le chaos, une fidélité aristocratique à l'excellence quand tout alentour se dégrade autour de lui. Les dernières années de Yeats sont marquées par une fécondité créatrice que je trouve étonnante. Alors que beaucoup de poètes s'assèchent finalement avec l'âge, lui ne cesse de se renouveler, d'explorer de nouveaux registres, d'affronter les questions ultimes avec une audace croissante. Il se passionne pour une opération controversée censée restaurer la vigueur sexuelle masculine. Bien que les effets psychologiques soient douteux, psychologiquement, l'intervention le galvanise. Ses poèmes tardifs célèbrent le désir, la chair, la vie pulsionnelle, avec une crudité qui choque certains lecteurs habitués aux Yeats éthérés de la jeunesse. Mais cette sensualité assumée n'est pas une régression, c'est une sagesse qui embrasse la totalité de l'existence, y compris ses dimensions les plus terrestres finalement. Il écrit des poèmes testamentaires où il médite sur la mort, le bilan d'une vie, l'héritage qu'il laissera. Ces textes ne sont jamais géniards ni résignés. Yeats affronte la finitude avec une fierté stoïque, parfois même avec une gaieté provocante. La mort n'est qu'un passage vers d'autres états, et d'ailleurs la poésie survit au poète. En janvier 1939, Yeats meurt dans le sud de la France, à Roquebrune, loin de l'Irlande qu'il aimait tant. Ses dernières paroles, selon certains témoignages, auraient concerné la poésie et le mystère. Ses cendres seront rapatriées en Irlande en 1948 et inhumées à Drumcliff, dans le comté de Sligo, sous la montagne Ben Bulben, qui domine les paysages de son enfance. Alors, que nous dit aujourd'hui William Butler Yeats, un siècle après ses plus grands poèmes? J'ai relevé, moi, plusieurs choses essentielles. D'abord, que la quête spirituelle authentique n'exige nullement l'abandon de l'exigence artistique. Au contraire, plus la vision intérieure se creuse, plus la forme doit se parfaire pour la contenir. Le mysticisme vague engendre la poésie floue. Le mysticisme rigoureux engendre une poésie ciselée. Yeats nous enseigne que l'inspiration ne dispense jamais du travail, que la grâce doit s'incarner dans la discipline. Ensuite, que les traditions ésotériques ne sont pas des superstitions périmées, mais plutôt des réservoirs symboliques d'une richesse inépuisable. À une époque où la rationalité instrumentale appauvrit notre rapport au monde, où tout doit être immédiatement utile et mesurable, eh bien, Yeats nous rappelle l'existence de dimensions invisibles, de correspondances secrètes, de réalités subtiles qui échappent à la science positive sans pour autant relever de l'illusion. Enfin, que l'engagement dans le monde et le retrait contemplatif ne s'opposent pas. Yeats fut tour à tour activiste culturel, sénateur, ermite dans sa tour. Ces modes d'existence ne se contredisent que si l'on croit à une séparation étanche entre action et contemplation. Mais pour qui perçoit l'unité profonde du réel, chaque geste peut devenir rituel, chaque parole, incantation, chaque poème, acte magique. L'œuvre de Yeats nous parvient aujourd'hui dans toute sa puissance inquiétante. Elle ne console pas, ne rassure pas, ne simplifie pas. Elle nous met face à la complexité tragique de l'existence, à la nécessité du masque et de la transformation, à la beauté terrible qui naît du chaos. C'est une œuvre exigeante, réservée
à qui accepte de se laisser dérouter, de penser autrement, de voir au-delà des évidences. Nous voici maintenant bientôt arrivés au terme de notre parcours dans l'univers yeatsien, et j'espère sincèrement avoir pu vous transmettre quelque chose de la richesse vertigineuse de cette œuvre, de sa profondeur mystique et de son excellence formelle. Il me reste maintenant tout de même à vous offrir ce que je m'étais promis, à savoir la lecture d'un des plus beaux poèmes de Yeats. Choisir est vraiment difficile, j'y ai passé un certain temps. Je pense que chaque lecteur a au fond de lui son favori. Pour ma part, je souhaiterais vous parler de Sailing to Byzantium, qui concentre tant de thèmes yeatsiens. Le refus de la vieillesse biologique, l'aspiration à la transmutation artistique, le rêve d'une civilisation sacrée, la tension entre mortel et immortel. J'ai lu l'ensemble de ces poèmes en anglais et je ne l'avais pas en français, donc je vous propose je vous en ai fait une traduction en fait, et de vous le lire donc dans cette traduction qui m'est personnelle en français. Ce pays n'est pas pour les vieux. Les jeunes sont. Oiseaux sur leurs branches, corps et cœur enlacés, ces générations mourantes à leurs chansons. Chers, chapons, charassins, loués tout l'été. Cascades au saumon, océan de poissons. Tout ce qui est engendré est né et meurt. Pris dans cette musique d'essence, négligence, monument de raison, caresse de jouvence. Un vieil homme, ce n'est plus qu'un piètre propos, un pelage miteux sur une canne, hormis si l'âme applaudit et chante, de plus en plus haut, pour chaque lambeau de son mortel habit. Pour chanter son école, diligence il faut, monument à sa propre magnificence. Ainsi j'ai traversé toutes ces mers immenses pour venir dans la cité sainte de Byzance. Ô sage, levé dans les flammes sacrées de Dieu, comme dans cette mosaïque d'or sur la muraille, en spire et volute, or du saint sacré feu, venez pour initier le chant à mon âme. Malade de désir, mon cœur, consumez-le. Attaché à cet animal qui se meurt, il ne sait pas. Venez me rassembler dans les artifices de l'éternité. Je me retournerai une fois délivré, jamais sous la forme d'aucune chose naturelle, mais comme par l'orfèvre je serai façonné, tout d'or émaillé, dans l'or grec qu'il martèle, tenant en éveil l'empereur hébété, ou sur un rameau d'or, un chant je révèle à tous les seigneurs et les dames byzantins de ce qui est passé, qui passe ou qui vient. Ce poème, je trouve, incarne admirablement bien l'aspiration yeatsienne fondamentale, échapper à la dégradation biologique par la transmutation artistique, non pas fuir la vie, mais plutôt la transfigurer. Non pas renoncer à chanter, mais chanter depuis une forme incorruptible. C'est toute la tension entre le temps et l'éternité, entre la chair et l'esprit, entre l'homme et l'œuvre, qui se cristallise dans ces vers d'une beauté métallique. Je vous encourage vivement à découvrir ce texte dans son intégralité. Vous le trouverez en ligne, dans sa version originale, ou dans les recueils directement de Yeats, bien sûr. Lisez-le à haute voix, plusieurs fois, lentement. Laissez résonner les images, méditez sur les symboles. Sailing to Byzantium est un de ces poèmes talismans qui nous accompagnent toute une vie, révélant à chaque lecture de nouvelles profondeurs. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette exploration de l'œuvre yeatsienne. J'espère que cette heure passée ensemble
vous aura donné envie de lire ou relire ce poète que je trouve immense, de vous laisser transformer par sa voix unique, de suivre vous aussi cette voie poétique qui mène des apparences vers le réel, du visible également vers l'invisible. La poésie, vous savez, n'est pas un luxe ni un divertissement cultivé. Elle est une nécessité vitale, je le répète toujours, un chemin de connaissance, un mode d'existence à part entière. Yeats l'a compris et incarné comme peu d'autres. Eh bien, puisse son exemple nous inspirer dans notre propre quête de sens et de beauté. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, soit bonus, soit courant, du podcast de Voix Poétique. En attendant, prenez soin de vous et continuez à lire la vraie poésie, celle qui dérange, qui éveille et qui transforme. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.